Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité nationale. Lancement du projet renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, prévention et résolution des conflits, financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark à travers le programme Fonds d'appui au moteur du changement. Deuxième phase est mise en œuvre par le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PACENDA. La cérémonie en question s'est déroulée le mercredi 8 octobre 2025 à l'hôtel Piémont de Bougouni. Nos envoyés spéciaux Samaïra Sanogo et Foussène Keita. Par cette cérémonie réunissant la crème de la population de Bougouni, le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PACENDA, lance officiellement son projet renforcement des jeunes en protection des droits de l'homme, prévention et résolution des conflits, financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark par le biais du programme Fonds d'appui au moteur du changement FAMOC 2, présenté aux autorités de la cité de Mbani-Mounouché, les parties prenantes et les bénéficiaires. Le projet, à travers ses objectifs, activités, résultats attendus et zones d'intervention est le mobile réel de la rencontre. Les premiers volets de ce projet, c'est la prévention et la gestion des conflits. Et le second volet, c'est le renforcement des capacités en matière de protection des droits de l'homme. Pourquoi prévention et gestion des conflits? Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, dans beaucoup de localités du Mali, il y a des indicateurs de conflits entre les communautés. Il s'agira donc de renforcer les capacités des jeunes et des femmes pour qu'ils soient vraiment des acteurs de paix et de cohésion sociale. Donc c'est pourquoi on va mettre l'accent sur les techniques de renforcement et de gestion communautaire des conflits. Et le second volet qui concerne la protection des droits de l'homme de façon très simple, c'est renforcer les capacités des jeunes et des femmes pour qu'ils comprennent de façon très simple les procédures et les voies de recours en justice. Pendant 24 mois, ce projet qui couvre les régions de Koulikoro, Sikasso, Kita, Sa, Bougouni et le district de Bamako vise à renforcer les capacités des jeunes et femmes qui sont les plus vulnérables lors des conflits au mécanisme judiciaire, fonctionnement de la chaîne pénale et le cadre juridique de la chaîne pénale. Donc avec l'arrivée de PACENDA, nous sommes très ravis de ça. Parce qu'avec PACENDA, ceux qui viennent d'entamer maintenant, on veut dire que c'est la bienvenue. Parce que nous, si tu constates qu'avec les femmes là, c'est le conflit. Mais les femmes, le rôle des femmes, on a beaucoup de responsabilités dans ça. Donc, au sortir de cette altitude, on va faire beaucoup de sensibilisation pour que les femmes puissent bien comprendre. Vraiment, je remercie tous, je remercie PACENDA et qu'il soit la bienvenue. La région de Bougouni, devenue une destination privilégiée des milliers de personnes à la recherche de meilleures conditions d'existence, et cela grâce à ses potentialités en termes de nombreuses ressources, créent parfois des indicateurs de conflits réels, raison de la réjouissance des participants de la venue à point nommé du dit projet. La gestion, la prévention des conflits, donc un projet de cette envergure et d'importance vraiment est la bienvenue. La jeunesse de la région de Bougouni ne peut que se réjouir. La jeunesse restera disposée et disponible auprès vraiment de PACENDA et pour tout ce qui il y a des initiatives dans la gestion, conflits, droits de l'homme, la pacification de notre région et du pays. Donc la jeunesse de la région de Bougouni est disposée à accompagner l'ONG et remercie également ceux qui ont accompagné l'ONG pour la réalisation de ce projet. Placé sous sa présidence, l'exécutif régional de Bougouni a, au nom des plus hautes autorités du pays, de vive voix apprécier ce projet visant à renforcer le leadership des jeunes et des femmes dans la protection des droits humains, la prévention et la résolution des conflits, et au président du PACENDA de tirer la sonnette d'alarme quant aux résultats attendus. Donc nous voulons vraiment que les jeunes et les femmes de la région de Bougouni soient vraiment des ambassadeurs de la paix, comme je l'ai dit, qu'ils soient attentifs par rapport aux différents conflits qui peuvent intervenir, que ce soit les conflits fonciers, les conflits liés à la gestion des ressources minières, les conflits liés à la gestion des ressources pastorales, vraiment qu'on soit très attentif pour donner l'alerte et au besoin de nous s'impliquer directement dans la gestion de ces conflits en concert avec toutes les parties prenantes, l'administration, les COFO, les autorités des collectivités décentralisées. Mais aussi que les gens comprennent que il faut vraiment faire beaucoup attention par rapport à la commission des infractions. Parce que les lois du pays, il faut les respecter.
Ça, c'est très important. Si on ne sait pas les lois du pays, donc ça veut dire qu'on n'est pas des bons citoyens. Donc on va les renforcer par rapport à la compréhension vraiment des différentes lois. Durant 2 jours, le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PASENDA, à travers des consultants qualifiés en la matière, ont fait des présentations suivies des débats et des questions-réponses sur des juridictions de premier et second degré, Cour suprême, et des communications sur les missions et attributions des acteurs de la chaîne pénale. Sous le leadership éclairé du maire Amadou Ouattara, la mairie de la commune 5 du district de Bamako a tenu sa traditionnelle cérémonie de débat public sur le budget primitif de l'exercice 2026. C'était ce jeudi 9 octobre 2025 dans l'enceinte de la dite mairie suivante. La mairie de la commune 5 du district de Bamako a une fois de plus respecté la tradition. Conformément à l'article 179 alinéa 2 du Code des collectivités territoriales, la mairie sous le leadership éclairé du maire Amadou Ouattara a tenu cette cérémonie de débat public sur le budget primitif de l'exercice 2026. À l'instar de la restitution publique, le cadre vise la participation citoyenne à la gestion des affaires publiques et constitue un gage de transparence et de bonne gouvernance. Le présent projet de budget est estimé en recettes et en dépenses à la somme de 9 milliards 826 millions 170 262 francs CFA contre 9 milliards 526 millions 581 200 francs CFA, soit une augmentation de 3%. Il comprend une section de fonctionnement estimée à 9 milliards 380 millions 918 912 francs CFA, soit 95%. Et une section investissement d'un montant total de 445 millions 251 350 francs CFA, soit 5%. Pour le budget prévisionnel 2026, la mairie s'est particulièrement intéressée à la TDRL, la taxe de développement régional et local. Nous avons procédé à l'enrôlement des personnes assujetties au paiement de cette taxe. Cette opération a permis d'identifier 73 208 contribuables pour un montant estimé à 219 624 000 francs CFA. Ainsi, les recettes propres au titre de l'exercice 2026 sont estimées à 1 milliard 848 millions 918 912 francs CFA contre 1 milliard 715 millions 500 000 francs CFA, soit une augmentation de 7,21%. Cette cérémonie se veut un espace d'échange permettant la compréhension de certains aspects, notamment les notions de subvention, les sections de fonctionnement et d'investissement. Il y a aussi la compréhension, parce que les gens ne comprennent pas que c'est une nomenclature qui est suivie. On veut voir qu'est-ce qu'on donne aux femmes, qu'est-ce qu'on donne aux enfants, alors qu'en réalité, c'est des chapitres qui sont consacrés. Les chapitres subvention, là, c'est là où il y a la part de tout le monde. Donc c'est là où la mairie fait l'effort pour atteindre les courses du menu. Et aujourd'hui, la traçabilité est de mise. La transparence est de mise. Parce que avant la restitution dans les quartiers, nous avions discuté, fait un déjeuner de presse avec les organes, près de 30 organes qui étaient invités pour remettre un dossier de presse. Si il n'y a pas de la transparence, ce dossier ne serait jamais remis. L'hymne national a auparavant donné le ton des activités. Cérémonie officielle de remise des bourses Djigia destinées aux étudiants issus des familles modestes et aux pupilles de la nation. C'était ce vendredi 10 octobre 2025 au secteur privé 6 à la CID1000 sous le parrainage du professeur Bourima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec comme invité d'honneur médecin-colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, représenté par son conseiller technique, M. Abdoulaye Keita. Compte rendu, Kouroutoum Diabaté et Samba Traoré.
La présente remise de plus de 160 bourses d'études, dénommée Bourse Djiguiya, à l'État et destinée aux jeunes défavorisés est une initiative de l'Association des établissements privés d'enseignement supérieur, AEPS. Un geste humanitaire qui cadre parfaitement avec les activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Le projet Djiguiya, qui signifie espérance en bambara, est bien plus qu'un simple geste philanthropique. C'est un acte de foi dans la jeunesse malienne, un pont entre les générations et une main tendue vers l'avenir. En offrant ces 160 bourses, parce que je tiens à rectifier, quand on faisait il y a 48 heures les préparations de manière active, on était à 150. Mais même ce matin, il y a une institution supérieure qui vient d'offrir 4 bourses. Donc officiellement, nous sommes à 167 bourses. Je voudrais adresser un hommage appuyé aux directeurs et promoteurs d'établissements d'enseignement supérieur privés qui ont accepté volontairement et sans contrepartie d'accueillir ces jeunes boursiers issus des familles défavorisées. Aux futurs jeunes bénéficiaires, aujourd'hui c'est votre jour, mais souvenez-vous, une bourse n'est pas une récompense, ça sera surtout une responsabilité. Et nous, en tant qu'acteurs de l'enseignement supérieur privé, on se sent concernés par cette souveraineté admirable. Et c'est dans cet esprit que nous avons, à travers une solidarité agissante, offrir des bourses à l'État pour permettre alors, à un grand nombre de jeunes Maliens d'avoir de l'espoir, d'avoir, on va dire, tout simplement une chance en fait, de rayonner, une chance d'être autonome et surtout une chance de servir dignement le Mali. Donc c'est dans cet esprit qu'à l'unisson, les membres de l'AEPS ont à ce jour regroupé presque 170 bourses d'une valeur de presque 400 millions pour offrir ça à l'État. Et c'est une première initiative. Nous souhaiterions bien que ça soit alors perpétuel. Et la latitude est laissée au ministère de l'enseignement supérieur de gérer les bourses à leur guise. Convaincu que cette remise solennelle des bourses Djiguiya est une initiative hautement salutaire, le représentant du ministre de la Santé et du Développement social, ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont tour à tour exprimé leur sentiment de reconnaissance et de remerciement avant de lancer un message clé aux récipiendaires de ces bourses. Et moi également de remercier l'altruisme de l'AEPS pour cette initiative qui vient à un mois de la solidarité qui est le mois d'octobre que nous célébrons chaque année. Et le lancement officiel des activités, c'est également aujourd'hui. Donc ce qui nous permet de magnifier davantage cet octroi de bourses aux pupilles. Et également remercier l'AEPS qui nous enlève une grosse épine en prenant un gros fardeau de prise en charge des formations des pupilles. Et au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, nous remercions l'AEPS au nom des pupilles et également nous souhaiterions avoir d'autres cérémonies qui vont pouvoir prendre en charge davantage de pupilles. Je tiens à remercier très chaleureusement les promoteurs, les directeurs et les responsables d'institutions d'enseignement supérieur privées qui, sans attendre aucune contrepartie, ont accepté d'accueillir ces jeunes dans leur structure. Ce geste hautement patriotique et profondément humaniste, d'une valeur de presque 400 millions de francs CFA, honore non seulement tous les secteurs privés de l'enseignement supérieur malien, mais aussi notre enseignement supérieur dans son ensemble. Remise symbolique de quelques tableaux de reconnaissance et du chèque géant de 160 bourses d'études destinées aux jeunes issus de familles modestes en leur permettant de poursuivre leur cursus scolaire pour
pour une durée de 3 ans, ont sanctionné cette rencontre. Voyons à présent l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières. L'Afrique devrait se concentrer sur la réforme de la Cour pénale internationale CPI plutôt que de s'en éloigner, a déclaré Donald Deya, PDG de l'Union africaine des avocats, au cours d'une émission de débat télévisée sur Africa News. Réagissant aux récentes décisions du Mali, du Niger et du Burkina Faso de se retirer de la CPI, M. Deya a déclaré que si les frustrations de l'Afrique à l'égard de la Cour sont compréhensibles, un retrait ne ferait qu'affaiblir la justice pour les victimes. Cette discussion intervient alors que la CPI fait l'objet d'un regain d'attention depuis la condamnation du chef des milices du Darfour, Ali Mohamed Ali Abdulrahman, également connu sous le nom d'Ali Kouchaïb, ce qui rappelle selon M. Deya que la Cour joue toujours un rôle essentiel pour mettre fin à l'impunité sur le continent. Il a ajouté que bien que la Cour se soit concentrée trop fortement sur l'Afrique au cours de ses premières années d'existence, la solution réside dans la réforme. Le statut de Rome est solide, a-t-il déclaré. L'Afrique doit simplement user de son influence pour rendre le système plus équitable. L'inquiétude prend de l'ampleur au Sénégal alors que le ministère de la Santé du pays a enregistré jeudi 17 décès dus à la fièvre de la vallée du Rift. Avec 119 cas signalés à ce jour, principalement dans la région d'élevage du nord du Sénégal, la maladie virale fait craindre une propagation plus importante. La FVR touche principalement le bétail. Les humains sont généralement infectés par des piqûres de moustiques ou par contact avec des animaux infectés. Si la plupart des cas humains sont bénins ou ne représentent aucun symptôme, les cas graves peuvent entraîner des lésions oculaires, un œdème cérébral ou une fièvre hémorragique qui peuvent être mortelles selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS ajoute que la transmission à l'homme se produit généralement lors de l'abattage, des naissances ou des soins vétérinaires, ce qui expose les éleveurs, les agriculteurs et les employés des abattoirs à un risque plus élevé. L'épidémie actuelle au Sénégal a été déclarée le 21 septembre 2025. La dernière épidémie majeure au Sénégal remonte à la fin des années 80 lorsqu'elle a tué plus de 200 personnes dans le pays et en Mauritanie voisine. À quelques jours de l'élection présidentielle au Cameroun, Issa Chiroma Bakary, candidat du Front pour le salut national du Cameroun, a rassemblé une foule nombreuse lors d'un meeting dans son fief de Maroua dans le nord du pays. L'ex-ministre a assuré que son équipe est prête pour surveiller les résultats du scrutin. Le Cameroun, avec près de 30 millions d'habitants, traverse une période difficile. Entre la crise anglophone, une corruption chronique et des difficultés économiques persistantes, une grande partie de la population exprime un profond désir de changement. Pour les militants du FSNC, Issa Chiroma incarne cette volonté de rupture avec un système qu'il juge à bout de souffle. Le président sortant Paul Biya est candidat à sa propre succession. Malgré son âge avancé et des critiques croissantes sur sa gouvernance, il reste le favori de ce scrutin, notamment après l'exclusion de son principal rival, Maurice Kamto, et une opposition toujours fragmentée. Une 6e séance de pourparlers se tiendra entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 au Qatar. Ces discussions étaient censées se tenir la même semaine, mais elles ont été reportées à la semaine prochaine. Il sera question pour les partis de finaliser un mécanisme de cessez-le-feu permanent, alors même que les combats se poursuivent dans le sud et dans le nord Kivu. Les délégations se concentreront sur les détails de la mise en œuvre du cessez-le-feu sur le terrain, le comportement attendu de chaque camp afin de garantir le respect de l'accord. Cependant, le M23 a exprimé une forte réserve quant à l'implication de la mission des Nations Unies sur place. Les discussions porteront également sur un projet d'accord de paix préparé par les médiateurs qataris. Les partenaires internationaux, notamment les États-Unis et le Comité international de la Croix-Rouge, sont étroitement associés au processus, ce qui témoigne d'un fort soutien mondial en faveur de ce projet. Le dernier cycle fait suite aux discussions qui se sont tenues en août à Doha, lesquelles ont porté principalement sur les échanges de prisonniers et les mesures visant à instaurer la confiance. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure, sur le même plateau. Bonne soirée.